En tout cas, c'était un très très bon mix et on a revisité cette chanson et j'espère que vous avez aimé. Vous écoutez Autour du Midi avec Mehdi Houaz. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on vous lâche pas bien sûr et c'est l'heure de notre invité, il est à côté de nous en chair et en os. J'ai le plaisir d'accueillir un scénariste au parcours riche et qu'atypique. Omar Ladram, né entre plusieurs cultures, ayant grandi entre la Tchéquie, les Pays-Bas, la Tunisie et la Turquie. Omar commence sa carrière très tôt, à 20 ans, dans le cinéma. Formé sur le tas, comme on dit, il devient successivement assistant réalisateur, régisseur, producteur et réalisateur de courts-métrages avant de collaborer avec l'UNESCO sur des films institutionnels. Au début des années 2000, il décide de se consacrer entièrement à l'écriture. Depuis, il a signé de nombreux projets pour de grandes chaînes. Frères, 3 fois primé au Festival de La Rochelle pour France 2. Les Robins des Pauvres, primé au Festival de Luchon pour France 3. L'adaptation de Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger pour Canal+, en collaboration avec Jeanne Kounen. Et plus récemment, Printemps tunisien pour Arte, sélectionné dans une vingtaine de festivals internationaux et récompensé notamment à Durban, Venise et Vérone. Aujourd'hui, avec lui, on va parler de son métier de scénariste, de son rapport à la prise de parole en public, mais aussi de storytelling. Comment on raconte une histoire, comment on captive un public et comment on donne vie à des personnages. Omar Ladram, bonjour et bienvenue dans Autour de Midi sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter. Merci Mehdi, bonjour. Merci pour cette jolie présentation. Je rajouterai juste un détail. Bien le sûr. Printemps tunisien a été réalisé par Laja Ameri. Très vrai. C'est moi qui l'ai écrit, elle l'a réalisé. Excellent, merci pour cette précision. J'espère que le reste est bon et juste. Tout est parfait, tu es un hôte parfait. Merci beaucoup en tout cas Omar. On va parler un peu du parcours et du métier. Vous avez grandi entre plusieurs pays et plusieurs cultures. En quoi ce mélange d'influences nourrit-il votre écriture ? Je pense que c'est à la fois un atout et une difficulté parce qu'effectivement mon profil est assez atypique. Donc lorsque je rencontre des gens ou lorsque j'écris, je suis effectivement nourri de toutes ces cultures-là. Et donc du coup, souvent les gens s'attendent à un profil type et ils ont droit au profil atypique. Je m'en amuse assez souvent et je trouve ça plutôt, après de longues années, plutôt amusant de brouiller les pistes. C'est sympa de brouiller les pistes. Oui, c'est sympa de brouiller les pistes. Est-ce que vous jouez de ça ? J'en joue pas, positivement, on va dire. Oui, non, sûr. j'en joue pas, mais si, quand même un peu. Ça Pour m'amuse. les premières rencontres, les premières fois. Voilà, quand j'arrive dans un bureau de production à Paris et que je lui dis je m'appelle Omar et que le mec il se dit ah bah il est né à Villepinte et que je lui dis bah non je suis né à Prague, c'est un peu, ça m'amuse de le dire. Comment les gens ont des préjugés avant les étiquettes. Oui, tout à fait. Vous avez souffert de ça ou pas ? Souffert, non. Je m'en amuse. D'accord. Vous débutez dans le cinéma très jeune, à l'âge de 20 ans, par une formation sur le terrain, comme on dit. Qu'est-ce que cela vous a appris ? Oui, Selma Bakar, que j'ai rencontré en leur temps quand ils étaient aussi de jeunes réalisateurs. Et j'ai fait le pied de grue. Ils m'ont dit, bon, bah, toi, tu nous emmerdes, viens avec nous, on va t'apprendre le métier. Donc j'ai commencé avec eux. Et puis ensuite, très vite, je me suis dit, moi, je vais faire de la réalisation. Donc j'ai fait un premier court-métrage ici à Tunis. Au départ, quand j'ai demandé de l'argent au ministère de la Culture, ils m'ont dit « Ah bah non, mais toi, d'où tu sors ? T'as fait 2 stages, t'as pas fait d'école. » T'es qui, moi ? Oui, c'est qui, toi ? Exactement. Ils m'ont dit « Non, pas du tout. » Alors je me suis dit « Ah bon, pas du tout, ok, bah, je vais me démerder. » Donc je me suis démerdé, j'ai pris de l'argent un peu partout. J'ai fait du porte-à-porte chez des copains. Tout le monde m'a donné 10, 20 dinars. À l'époque, c'était beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut refaire ça ou pas ? On peut, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut le faire à moindre coût d'ailleurs, parce qu'avec le numérique aujourd'hui, on peut le faire. Moi à l'époque, il fallait que je trouve de la péloche, une caméra, j'ai été faire le pied de grue à la salle. Aujourd'hui, avec des iPhones, on fait des films. Exactement, avec des iPhones, on fait des films. Et puis j'ai fait un premier court-métrage que j'ai montré à la commission d'aide à la finition à l'époque. Et Nouri Bouzid, à l'époque, je le remercie encore aujourd'hui, a dit mais c'est un film, c'est un vrai film de cinéaste, il faut l'aider. Ils m'ont filé 4000 dinars. À l'époque. J'ai payé la SATPEG, j'ai payé Canarataï qui a fait le montage, et je suis parti avec ce film sous le bras à Paris. Super. Qu'est-ce que cela vous a appris que l'école n'aurait peut-être pas pu vous donner ? Je pense que l'école, aujourd'hui, si je devais la conseiller à quelqu'un, c'est essentiellement pour se créer un réseau.
C'est-à-dire tu Ou de la culture G. Voilà, la culture G. Moi, la culture G, tu peux la faire tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Surtout le réseau. Le réseau, parce que ça te permet de grandir avec des gens, de monter des projets avec des gens. Le cinéma est quand même une aventure collective. Et moi, j'ai commencé un peu seul. Heureusement que les vieux de la vieille m'ont aidé à faire ce premier film. Mais je pense que si j'avais fait une école, je me serais appuyé sur mes potes. Et on aurait fait le film avec entre étudiants. Donc je pense que c'est essentiellement la première chose, un réseau. Parce que c'est un métier difficile et il vaut mieux être regroupé et solidaire pour avancer. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner la réalisation pour vous consacrer exclusivement à l'écriture? Alors, je vais te dire très clairement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré plein de monde, mais j'ai surtout rencontré quelqu'un qui est devenu un ami aujourd'hui, qui a sorti d'ailleurs un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle L'homme qui rétrécit, qui est Yann Kounen, tu l'as cité. Oui. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Si, tu as écorché son nom. Désolé, je m'excuse. Yann Kounen, que tout le monde connaît, il a fait plein de films, le dernier qu'il a fait. Oui, non, mais je connais, mais j'arrive jamais à des fois les noms. Et Yann m'a dit, il y a un truc qui me dérangeait beaucoup dans le métier que je faisais, c'est m'occuper des états d'âme des comédiens. Voilà. Et dire qu'il y en a. Et voilà. Et voilà. Et donc les comédiens, ce que je peux comprendre, ont leurs états d'âme, ont leur narcissisme, ont leur besoin d'être protégés, rassurés, bichonnés, etc. Et ça, c'est pas un truc que je fais très bien. Beaucoup de caprices. Pas nécessairement, mais tu as besoin d'être très proche d'eux, tu as besoin de les materner. Et moi, je suis pas très fort en maternage, et surtout, quand tu fais un film, tu as quand même 1500 problèmes à résoudre. Ouais. Donc, si en plus tu dois materner, et Yann m'a dit, si tu ne les aimes pas assez, si tu ne leur donnes pas tout le temps qu'ils te demandent, tu feras pas un bon film. Et sur ce point-là, il a raison, parce que j'ai fait des courts-métrages qui sont ce qu'ils sont honorables, mais effectivement, avec le recul, s'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien que le reste, j'aurais obtenu plus d'eux. Voilà. Ils auraient donné plus. Oui, exactement. Et ça se ressent à l'écran ou pas? Oui, ça se ressent. Je pense que en tant que professionnel ou en tant que... Oui. Je pense que les réalisateurs qui adorent leurs comédiens, qui les aiment d'amour, j'allais dire, obtiennent d'eux des choses assez extraordinaires. Moi, j'étais pas capable de le faire. Et puis, j'aimais beaucoup écrire. Donc, je me suis dit, je vais faire la moitié de ce que j'aime. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Voilà. Comment définiriez-vous le métier de scénariste à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout? Alors, le métier de scénariste, c'est quelque chose d'assez particulier. D'abord, c'est un métier, contrairement à ce que beaucoup pensent, très technique. Ce qui fait que tous ceux qui disent « Ah, demain, je vais écrire un scénario », allez-y les copains, mais c'est pas gagné. Alors, il y a aussi les réalisateurs qui disent « Mais moi, je vais écrire mon propre scénario au prétexte qu'ils connaissent la grammaire filmique. » Sauf que certains y arrivent, peu nombreux. Ce n'est pas une bonne idée. Écrire un film, ce n'est pas le réaliser. Ce ne sont pas les mêmes qualités, c'est pas la même structure mentale, c'est pas le même type de réflexion que tu mènes à l'écriture que celle que tu mènes à la réalisation. Donc moi, je déconseille formellement aux gens de tout mélanger. C'est un métier très à part, très technique, et qui s'apprend. Il faut du temps pour réussir à écrire un scénar. C'est pas parce que tu as une bonne plume que tu as de l'imagination. C'est largement insuffisant. Il y a un certain nombre de trucs à apprendre, un certain nombre de techniques à mettre en place. L'imagination vient se greffer sur cette technique-là. Et ceux qui te disent « Ouais, mais c'est pas grave, je vais transgresser », non. On ne transgresse que les règles qu'on connaît parfaitement. Parfait. Et puis quand on est scénariste, il faut beaucoup de temps que d'argent, contrairement à la réalisation et à la production. C'est-à-dire ? Je pense qu'un scénariste, il peut être dans son bureau à la maison en train d'écrire quand il connaît toutes les techniques. Oui, il est vraiment pro. Tout à fait. Il n'a pas besoin d'argent. Enfin, bien sûr qu'il va être payé. Si, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci, mais j'ai besoin de bouffer. Mais oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Tout métier mérite salaire, ça on est d'accord. Mais ce que je veux dire, il n'est pas en train d'attendre une somme d'argent pour pouvoir écrire. Non, a priori non. Voilà. A priori non. Parmi vos projets. Oui. Frères, les Robins des pauvres, Le vol des cigognes, Printemps tunisien, lequel a été le plus difficile à écrire? Lequel vous ressemble le plus? Alors, bonne question. Je pense que tous me ressemblent, même si à chaque fois c'est des gens radicalement différents. Frères, c'est une drôle d'aventure parce qu'on me l'a proposé à un moment donné où les personnes qui l'avaient initié au tout départ n'y arrivaient pas. N'y arrivaient pas parce que c'était, j'allais dire, deux Françaises de pure souche, comme on dit aujourd'hui, qui ne connaissaient rien à la dynamique mentale de l'exil. D'accord. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la banlieue, parce que j'y suis pas né, justement, mais je sais ce que ça veut dire vivre... Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Voilà, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, et contrairement à ce que beaucoup croient. Par contre, je sais ce que ça veut dire vivre ailleurs. Et vivre ailleurs, ça te structure un mental très particulier. Donc quand ce projet est arrivé, qui tenait en 2 lignes, c'est l'histoire de 2 frères qui enquêtent sur la mort de leur sœur, dont tout le monde se fout, j'ai repris en main le projet et j'ai proposé un premier jet à la productrice qui m'a dit « Ah, enfin !»
Alors, c'est pas parce que j'avais plus de talent que les 2 filles qui avaient commencé à l'écrire, c'est parce que je savais comment le structurer, je savais comment l'écrire, je savais quelle était la psyché des personnages principaux, ce qu'elles ne savaient pas et tâtonnaient dans ce qui faisait qu'elles produisaient à chaque fois une histoire qui ne tenait pas la route. Et c'est un film qui est cher à mon cœur parce que c'est un film un peu noir. Et franchement, la télévision française, faire des films noirs, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pas le film qui a le plus cartonné en termes d'audience. Mais par contre, il a été très très bien reçu, à la fois par la critique et on a eu un certain nombre de prix. Oui, j'ai vu ça. Voilà, où j'en étais plutôt très fier. C'est celui-là alors le plus difficile à écrire, c'était Non, celui-là c'est pas le plus difficile, c'est celui qui vous ressemble le plus non plus. Non plus. C'est celui qui est comment dirais-je, dont l'aventure est sans doute enfin non, même pas parce que parce que chacun prend 1000 détours. Ouais. J'ai pas de préférence en fait parce qu'à chaque fois c'est des gens différents, c'est difficile des gens de choisir différents. Quand même hein. Oui. C'est difficile de choisir parmi ses enfants. Oui, voilà. Absolument. Exactement. Tout à fait. On va rester sur ça, je pense, sur cette réponse-là. Vous travaillez parfois sur des adaptations. Parfois sur des créations originales. Oui. Qu'est-ce qui change dans la manière d'aborder le récit ? Alors, ce qui change quand tu as un bouquin adapté, tu as d'abord une histoire qui est écrite. Alors moi, ce que je dis souvent, et ça fait beaucoup rire les gens, je pense qu'il est plus facile d'adapter un mauvais roman qu'un chef-d'œuvre. Voilà. Donc quand le bouquin est un chef-d'œuvre, on m'a pas proposé de chef-d'œuvre, mais on m'a souvent proposé des livres moyens. Ça me fait penser à il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Voilà, exactement. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Exactement. Mais c'est-à-dire que tu te retrouves, je sais pas moi, on te propose 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. D'ailleurs, Netflix l'a fait en série. C'est une daubasse infâme. C'est ça. Moi, on me propose ça. Je suis hyper fier parce que je me dis, ils ont pensé à moi pour adapter ce chef-d'œuvre. Et après, je rentre une de deep shit, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que là, je ne sais pas du tout comment le faire. Et à ce jour, même si je devais y penser, je ne sais pas. Par contre, quand on me propose un roman un peu moyen, où il y a des failles partout, qui ne tient pas toujours la route, dont la dramaturgie est faible, et je me dis, je vais pouvoir le tirer vers le haut. Et c'est un challenge. Et c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'en fait, il faut à la fois remplir les blancs et tirer l'histoire vers le haut, tout en la rendant visuelle, ce qui n'est pas toujours le cas des romans, parce que c'est de l'écrit, et donc c'est pas réfléchi nécessairement de manière visuelle. Comment se construit une histoire chez vous ? D'abord les personnages, l'univers, le message ? Je pense que tout se construit en même temps. En même temps, tu cherches d'abord la morale de ton histoire. En gros, la morale, ça ne veut pas dire que tu défends une morale, ça veut dire que tu défends une idée maîtresse qui sous-tend chaque séquence et chaque avancée de tes personnages. Et c'est une question qu'il faut que tu te reposes à chaque fois, parce que ça te permet de rester sur les rails. Ça te permet de ne pas digresser, ça te permet de ne pas écrire des scènes inutiles. Et il y a à peu près une demi-douzaine de choses qu'il faut que tu gardes en permanence dans ta tête, et que tu te poses de manière instinctive ou pas, de manière systématique. Si tu sors de ces clous-là, tu vas aller dans les ennuis, parce que ton scénario ne va pas tenir la route. J'adore. Merci. C'est simple, des fois il faut juste des petits mots simples. Oui. On parle souvent On est avec Omar Ladram, je rappelle, pour celles et ceux qui viennent d'ouvrir la radio, qui écoutent, qui viennent d'arriver. On est avec le scénariste Omar Ladram. On parle souvent du scénariste comme quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Pourtant, il doit aussi défendre ses idées, pitcher ses projets, convaincre. Comment vivez-vous cette prise de parole ? Eh bien justement, c'est pour ça qu'on arrive aussi à quelque chose d'assez important, c'est que en tout cas, tous les scénaristes n'ont pas, j'allais dire, une facilité à parler. Il se trouve qu'au départ, je l'avais. Donc ça, c'était déjà un problème réglé. En revanche, je me suis rendu compte que pour vendre des projets, vendre des idées, aller les pitcher, finalement, c'était à peu près les mêmes trucs que quand je les écrivais. C'est-à-dire que tu arrives dans un bureau, tu regardes la personne à qui tu vas raconter ton histoire. Il faut que tout de suite tu poses des enjeux, parce qu'il est clair que dans un scénario, par exemple, l'une des premières règles, c'est que dans les premières pages, il faut que tu poses les enjeux. Où est-ce que tu emmènes ton spectateur ? Qu'est-ce que tu vas lui raconter ? Si tu emmènes ton spectateur, si tu n'arrives pas à lui expliquer vers où tu l'emmènes, tu l'as tout de suite perdu. Dans une prise de parole, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu l'emmènes à toi, tu l'amènes à toi. C'est-à-dire parler à quelqu'un sans faire en sorte de le tirer vers toi, j'allais dire émotionnellement, tu vas aussi le perdre assez vite. Il faut l'amadouer. Et plus que l'amadouer, il faut le faire quasiment personnage de ta propre histoire. Je donne un exemple. Par exemple, tu dis, voilà, moi j'ai été avec mon cousin, on est allé voir un film ensemble,
Et il faut que tu incarnes le fameux cousin pour que la personne qui soit en face de toi puisse, dans sa cosmogonie de personnage, se projeter. En disant, ah, moi, un cousin comme ça, j'ai le même. Voilà. Donc l'histoire le concerne, tu vois. Et ça, c'est à toutes les étapes de ton discours, de ta prise de parole. Il ne faut pas que tu quittes des yeux au sens propre et au sens figuré ton interlocuteur, parce que tu l'emmènes de plus en plus profondément vers toi. Et se crée une sorte de feedback. Toi, tu prends plaisir à raconter. Lui, il prend plaisir à recevoir. Il te renvoie ce plaisir. Et là, c'est un ping-pong, en fait. Vertueux. J'adore. Voilà, c'est un ping-pong vertueux, tu vois. Et tu sens une espèce de fluidité. Les frères Lebrun, quoi. Voilà. Alors que beaucoup de gens prennent la parole, commencent à raconter leur histoire, un peu auto-centrée, et ne regardent jamais les gens à qui ils la racontent, donc ne se rendent pas compte qu'ils les perdent. Merci. Je te donne un exemple. Conseil. Un dîner, par exemple. Et il y a tellement de gens qui te racontent des histoires, tu te dis, putain, il va me perdre, il me fait chier. Ouais. Ça arrive, hein. Souvent. Oui. Souvent. On le pense. Moi, je le pense tout le temps. Même des potes très proches. Je dis, ah là 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 là, il nous a perdu. Oh là, il nous emmène sur un terrain. Il a commencé son histoire trop tard. Ouais. Il a commencé son histoire trop tôt. Il est en train de digresser. Il est en train de nous parler de gens qu'on ne connaît pas. Si, bien sûr. Bien sûr. Ah, oui, tout à fait. On est en plein dedans. En plein dedans. Mais autant qu'elle serve. On s'abstient avec l'âge de faire des remarques ou à ses potes quand ils ont... les potes très proches, je me permets de leur dire, oh là là, vas-y, abrège. Non, t'as mal commencé, c'est trop long. Vas-y, on reprend. Ouais, on reprend. Voilà. Ça m'arrive de dire on reprend. Là, ton histoire, elle commence là, alors que ça fait 5 minutes qu'il a parlé. Tu vois, oui, mais il faut qu'il soit proche, qu'il soit pas susceptible. Omar Ladram, pitcher un film ou une série, c'est aussi un exercice oral. Quels sont vos conseils pour captiver un auditoire en quelques minutes? Bien, ce que je viens de te dire notamment, c'est-à-dire que déjà poser les enjeux tout de suite et créer une attente pour garder ton interlocuteur attentif, comme son nom l'indique, il faut que tu crées une attente. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tu sais que tu l'emmènes quelque part et lui sait que tu vas l'emmener à tel endroit. Sa curiosité reste en éveil à la condition que tu l'amènes dans une espèce de tension dramatique, dans une espèce de façon de raconter, où il ne se sent ni perdu, ni délaissé. Il t'accompagne. Le tout, c'est le chemin. Le chemin. Comment on va lui faire prendre ce chemin. En gros, c'est comme si tu faisais un plan très large au début de ton histoire du chemin que tu vas lui montrer, et qu'ensuite tu te rapprochais et tu l'emmenais avec toi sur ce chemin-là. L'avantage, c'est que comme il a vu le chemin, il sait où tu vas. Et il veut savoir, il se projette et il se dit, je vais avec lui. Voilà. En fait, il faut que tu emportes. Exactement. Avez-vous déjà été confronté à la peur de parler en public? Comment l'avez-vous dépassé? Sincèrement, mais non. Ça n'a jamais arrivé? Non. Une petite boule au ventre Non. Mais qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont peur de parler? Eh bien, justement, de préparer ce qu'ils vont dire. Parce que les gens pensent qu'on parle d'art oratoire. Là, on ne parle pas du tout d'art oratoire. Moi, quand je parle d'art de raconter une histoire, c'est préparer ce que tu vas dire. Si tu prépares ce que tu vas dire... Tu prépares ton pitch. Voilà, ton pitch ou même ton histoire, si tu la développes. Parce que c'est très court. Ouais, le pitch, c'est l'accroche. Voilà. L'histoire, c'est tout. C'est du début, le milieu et la fin. Si tu le prépares dans ta tête, voire même avant, quand tu as une intervention importante à faire, et tu te dis, je vais voir les gens et je vais leur raconter une histoire, tu t'appuies sur des choses dont tu sais, dont l'efficacité a déjà été prouvée, et du coup, prendre la parole à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Même si tu n'as pas l'aisance que peuvent avoir certains, tu sais que tu t'appuies sur une base solide, et là, tu peux avancer. Parlons en maladram storytelling. Ouais. Qu'est-ce qu'une bonne histoire pour vous? Une bonne histoire, c'est une histoire qui, donc, comme je te l'ai dit, pose des enjeux, crée une tension dramatique, amène émotionnellement à toi ton auditoire, crée des personnages riches et nuancés, et plus tu fais ça, plus ton public s'identifie, parce qu'en fait, le problème d'une histoire, c'est si ton public ne se sent pas concerné, tu l'as perdu. Il lâche. Il lâche. Donc en fait, il décroche. Il décroche. En fait, il faut que tu lui donnes des éléments suffisants pour qu'il se dise, ah, ben ce personnage-là, je le connais. C'est moi, c'est mon cousin. Je m'identifie à lui. Exactement. L'identification est la première étape avant le lien émotionnel. Toujours penser au lien émotionnel quand tu racontes une histoire. Quels sont les ingrédients d'un personnage réussi? C'est un personnage ambigu. J'adore. Ambivalent. Si tu veux, si tu brosses un personnage fait tout d'un bloc, à la fois il est chiant, et à la fois tu ne donnes tu ne donnes rien à manger au spectateur. Donc un personnage ambigu, c'est un personnage qui peut toujours te prendre à rebrousse-poil.
Là, tu as créé un personnage intéressant. C'est pour ça que les méchants sont plus intéressants à écrire que les gentils. Alors j'ai une réponse, mais je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Comment garder l'attention du public dans un récit, qu'il soit court ou long? Voilà, on vient d'en parler. Déjà répondu. Oui. Le storytelling, c'est aussi un outil utilisé en communication, en entreprise, en politique. Comment expliquez-vous cette universalité? Parce que je pense qu'on est constitué d'histoire. L'homme est un enchevêtrement d'histoire. Notre vie est histoire. Tu racontes des histoires, tu te racontes des histoires. Aussi, c'est vrai. On passe notre temps à nous raconter des histoires. Avec la petite voix intérieure. Voilà, nous raconter des histoires, qu'elles soient vraies, fausses. D'ailleurs, c'est ce que je dis. La vérité d'une histoire, elle n'a aucune importance. La vérité, c'est la manière dont l'histoire est perçue par ton auditoire. Il ne te demande pas de dire la vérité, il te demande de dire ta vérité, à laquelle il adhère ou pas. Donc, si tu oublies le fait qu'on est enchevêtré d'histoire depuis la nuit des temps, et nos aïeux le sont, et la civilisation dans son entier le sont, et que les histoires, c'est le seul moyen de former un groupe humain digne de ce nom, les gens se rendent compte qu'à titre individuel, c'est un outil absolument indispensable. À la fois de communication et à la fois de bien-être. Parce que tu fais un dîner un soir, tu racontes de belles histoires, tu as embarqué ton auditoire, le lundi matin, tu as la patate. Tu vois, qu'elle soit vraie ou fausse. Hein, on s'en fout, on s'en fout totalement. L'histoire n'a pas à être vraie ou fausse, elle a juste à être histoire. Pour le volet politique, ça fait un peu peur quand même. Non, mais un homme politique, il raconte des histoires. Il raconte son histoire, il s'incarne. En fait, l'histoire permet de t'incarner, c'est-à-dire permet de faire de toi quelqu'un de différent, quelqu'un de différencié, quelqu'un dont les gens se souviennent. C'est pas cynique pour un homme politique de s'incarner, parce que s'il arrive juste, voilà, mon programme, c'est un petit 1, petit 2, petit 3, c'est pas intéressant. Par contre, pourquoi aller avec cet homme-là? Parce que son incarnation t'interpelle, parce qu'il a créé un lien émotionnel avec toi. Souvent, la fin est plus importante. Dans une histoire? Oui. Ah non, je crois pas. Il faut parce rien que souvent, négliger. on a toujours dit, la fin doit être top parce que les gens retiennent que la fin. Non, c'est pas vrai. En fait, les gens retiennent les fins. Ouais, moi je dément ça. Je pense que les gens retiennent les fins ratées. Non, je pense qu'il faut être au top tout le temps. Il y a le début, le milieu est très difficile à gérer d'une histoire parce que le temps passe. Il y a ce que j'appelle moi, dans un scénario d'1h30 par exemple, au bout d'1 heure, il y a ce qu'on appelle un ventre mou. Où là, tu te dis, là, je vais les perdre. Donc, tu es obligé par tes trucs et par tes connaissances, recréer une attente supplémentaire, réaccrocher pour une deuxième ou une troisième fois le spectateur pour l'emmener vers la dernière partie du film, si tu veux, ou de l'histoire, qui est la fin. La fin, en soi, doit avoir la même qualité. Oui, ça dépend quel type d'histoire tu racontes. Elle est nécessairement qualitative. Ouais. Mais elle n'est pas... si tu racontais une mauvaise histoire, tu ne peux pas avoir une bonne fin. Parlons du printemps tunisien qui a voyagé dans de nombreux festivals. Oui. Quelles ont été les réactions à l'international? C'est là où tu parles du scénariste homme de l'ombre. C'est la question que tu devrais poser à l'AG. Normalement. Parce que moi, je suis resté dans mon bureau, si tu veux. Moi, l'AG m'a appelé, me dit tiens, j'ai été à Durban, tiens, j'ai été à Venise, tiens, j'ai été à tel endroit. Donc elle me disait grosso modo ce que les gens lui disaient. Mais moi, j'y étais pas. C'est-à-dire le scénariste en général, il voyage pas. La prochaine fois, je l'avais avec toi. Hein. Oui, okay. Avec plaisir. La Tunisie est-elle, selon vous, un terreau fertile pour la fiction? Y a-t-il des thèmes tunisiens que vous rêveriez d'aborder? Moi, je pense que la Tunisie est un terreau fertile au même titre que plein de terreaux. Oui. Alors moi, comme je ne vis pas ici, mais que j'ai comme projet de revenir un peu plus souvent, je suis effectivement assez partant aujourd'hui pour prêter ma plume et mes connaissances à des réalisateurs tunisiens qui ont envie de développer des histoires. Oui, là, je suis à ce stade de ma vie où j'ai envie un peu de renouer après 40 ans d'exil, j'allais dire, avec la Tunisie. Et donc oui, je suis absolument disposé à le faire. Et il est évident qu'il y a des milliers d'histoires qu'on peut raconter, des milliers. Quelle place occupent aujourd'hui les scénaristes dans les productions tunisiennes, selon vous? Alors là, j'allais presque te poser la question à toi. J'ai cru comprendre que les réalisateurs de la nouvelle génération, et même un peu de l'ancienne, se rendaient compte de l'importance du scénario. Enfin. Je pense qu'ils doivent commencer à se rendre compte que c'est pas nécessairement là où ils excellent, pour certains d'entre eux, et que peut-être sont-ils en train de se dire, il est préférable que je travaille avec des scénaristes professionnels, dont c'est le métier de cœur et le métier central, parce qu'ils n'en ont que des bénéfices à en tirer. Un bon scénar, et tu en fais plus facilement un bon film qu'un mauvais. Tout à fait. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêve d'écrire mais qui n'ose pas se lancer ?
C'est drôle parce que je n'allais pas donner un conseil du tout, j'allais dire technique. Je pense que c'est un métier qui demande une résistance psychique à toute épreuve. Donc je dirais que si tu ne disposes pas de cette résistance-là pour tout ce qui est déception, parce qu'il faut quand même savoir que dans notre métier, sur 10 projets que tu écris, il y en a quand même 9 qui finissent dans un tiroir. Parce qu'ils ne se sont pas faits, parce que l'argent n'a pas été trouvé, parce que, etc., etc. Donc ça, c'est déjà une première chose à laquelle il faut résister. Après, certes, tu es à l'origine de l'histoire, mais une fois que toi, tu as fini ton boulot, tu deviens la dernière roue du carrosse. Donc ça aussi, il faut l'assumer. Et il y a énormément de tensions autour de ce métier-là, et beaucoup de déceptions. Bien sûr. Donc si tu ne les assumes pas, il vaut mieux faire un autre métier. Romain Ladrem, on va jouer à un jeu. Il s'appelle 3 pitchs, 1 mensonge. Ouais. Je vous propose 3 pitchs d'histoire. Oui. 2 sont des projets réels de vous. Oui. Et 1 est totalement inventé. Vous devez deviner lequel est faux et expliquer pourquoi selon vous. Exemple. Pitch 1. Un duo de frères qui se retrouve malgré une relation brisée par un drame familial sur fond de secrets et de non-dits. Pitch 2. Un groupe de jeunes de banlieue décide de braquer un supermarché uniquement pour redistribuer l'argent dans leur cité. Pitch 3. Un ornithologue disparaît mystérieusement en Afrique centrale pendant une mission de recherche sur une espèce rare de cigogne. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Je vous propose 3 pitchs d'histoire. Ouais. 2 sont des projets réels de vous. Ouais. Et 1 est totalement inventé. Lequel de ces 3 pitchs? C'est très drôle parce que j'allais presque dire aucun. Aucun, parce que finalement, même le 3e qui pourrait, ou le 2e qui pourrait être discutable, tu as quand même puisé dans les synopsis des films que j'ai faits. Oui, d'une certaine façon, je continue à dire aucun, même si tu t'es inspiré de ce que tu as pu voir, de ce que j'ai écrit, et tu l'as dispatché sur tes 3 pitchs. Mais celui qui est le plus lointain, c'est le 2e, celui du braquage. Oui, exactement. Voilà, le pitch 2, il est librement inspiré, mais inventé pour Oui, le mais quand même, tu dis qu'il redistribue l'argent. Ouais. Tu vois, donc, C'est un peu Robin des Bois. Voilà, c'est un peu Robin des Pauvres, ouais, exactement. Robin des Pauvres, exactement. Un deuxième jeu qui s'appelle 10 secondes pour convaincre. Je vous donne un mot ou une situation et vous avez 10 secondes pour improviser un mini pitch, une phrase accroche ou un début de scène. C'est fun, c'est spontané, on peut le faire. Romain, on va tester donc votre instinct de scénariste. Je vous donne un mot. Vous avez donc 10 secondes, comme je vous l'ai dit, pour faire un petit pitch, une accroche ou juste un début d'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends. Alors, le silence. Le silence. Alors, c'est un bateau qui lâche l'ancre dans une crique et tu as 3 plongeurs qui s'arnachent de bouteilles et qui plongent. Et ils se retrouvent dans le silence de la mer. J'adore. Deuxième mot, situation proposée, une valise oubliée dans un taxi. Une valise oubliée dans un taxi, tu rentres dans ce taxi, tu te dis, je vais signaler que la valise a été volée, a été oubliée, et puis finalement, tu ressors du taxi et tu prends la valise. Intéressant. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Un enfant qui refuse de dormir. Un enfant qui refuse de dormir. Un enfant qui refuse de dormir. Eh bien, tu passes la nuit à lui raconter une histoire jusqu'à ce que tu arrives à l'épuiser. Et j'ai connu ça. Beaucoup ont connu ça. J'ai connu ça, oui, beaucoup sans doute. Oui. Une lettre qui arrive 20 ans en retard. Alors, une lettre qui arrive 20 ans en retard, on espère qu'en l'ouvrant, on découvre une magnifique déclaration d'amour. Ou une bouteille à la mer, je rappelle. Ou une bouteille à la mer. Un homme qui perd sa voix le jour d'un discours important. Eh bien, il a intérêt à se transformer en mime Marceau. Pour essayer de captiver un public et en leur expliquant qu'il a perdu sa voix, mais qu'il va leur offrir son corps. Ah! Un café où les gens ne parlent qu'en question. Sans des réponses, tu veux dire? Eh bien, tu passes de table en table et tu fournis les réponses. Pas mal. Dernier, un téléphone qui ne sonne jamais jusqu'à aujourd'hui. Il sonne une fois, tu veux dire à la fin? Tu décroches pas. On laisse le mystère. On laisse le mystère.
C'était Omar Ladram, scénariste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre passion, vos méthodes et votre regard sur le storytelling, votre parcours entre plusieurs cultures et plusieurs formes d'écriture montre à quel point les histoires nous relient et nous éclairent. On vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas dans vos projets à venir et on continuera bien sûr à suivre votre travail avec attention. Merci pour votre présence et merci à vous qui nous écoutez. Merci Benedi pour ton hospitalité. Et le storytelling, on le pratique avec mon cher cousin Nidal Chata. Oui. Et donc, si des gens veulent s'initier à cet art-là, ils trouveront toutes les infos sur Instagram. Merci beaucoup en tout cas, Omar Ladram. C'était un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir sur RTCI, la plus belle des radios. Restez avec nous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Tout de suite, Angèle. Et puis, il y aura aussi du Black Puma avec Color. Restez avec nous. À tout à l'heure.